Nous sommes à la fin du 19e siècle en Asie. Le Japon, qui était encore il y a peu de temps une nation isolée reposant sur un système féodal, a été forcé de s'ouvrir au monde et de signer des traités inégaux, comme le traité Aris, prévoyant l'ouverture de plusieurs ports. Cette ouverture brutale n'étant pas sans conséquences, s'attirant de nombreuses oppositions, comme de la part des samouraïs, qui représentaient alors près de 1 900 000 personnes. Pour comparaison, c'est 10 fois plus que l'aristocratie française lors de la Révolution. L'ordre sera finalement restauré avec l'accession au pouvoir de l'empereur Meiji en 1867. Le pays se centralise. La capitale qui était auparavant Kyoto a été déplacée à Edo, qui sera renommée Tokyo, soit la capitale de l'Est, devenant très rapidement une des villes les plus peuplées au monde. Le shogunat, les daimyo et les samouraïs se voient remplacés par une nouvelle élite, conduisant à de nombreuses émeutes, matées par le gouvernement. Une constitution fut aussi rédigée, et des réformes agraires furent mises en place. La restauration de Meiji accéléra aussi grandement l'industrialisation et la militarisation du pays, avec le slogan « Pays riche, armée forte », assimilant les idées occidentales et cherchant à être reconnu comme une grande puissance, tout en gardant ses valeurs orientales. Pour autant, le Japon était toujours considéré par l'Occident comme une nation moins évoluée, bien qu'on y porte un certain intérêt, comme en France, où la culture japonaise inspira de nombreux auteurs et peintres dans un mouvement artistique que l'on appelle le japonisme. Cette période d'ouverture forcée étant à la base des relations diplomatiques entre les deux pays, qui ont toujours été très fortes, que ce soit au niveau culturel ou économique. La France enverra par exemple dans la même période un polytechnicien qui contribuera grandement à la modernisation de la marine nippone. L'éducation eut aussi une place centrale dans l'ère Meiji, car permettant d'endoctriner les écoliers pour qu'ils deviennent, une fois adultes, des soldats. On se retrouve alors avec un peuple réclamant sans cesse la guerre et exigeant une politique extérieure dure. En 1884, par exemple, l'empereur encouragea un coup d'état pro-japonais en Corée, alors dirigé par une faction pro-chinoise. Mais ne souhaitant pas s'engager dans une guerre contre la Chine, il signa la convention de Tientsin, prévoyant que la Corée reste dans la sphère d'influence des Qing, en échange d'un droit d'intervention. Ce que beaucoup critiqueront, estimant que le gouvernement de Tokyo a manqué d'agressivité. La question coréenne repoussera donc le pays à entrer en guerre contre la Chine en 1994, lui permettant cette fois-ci de récupérer divers territoires, comme Taïwan ou la péninsule du Liendong, ainsi que de prendre la Corée dans ses sphères d'influence. Pour autant, la France, l'Allemagne et surtout la Russie sont très mécontentes de l'expansion nippone, voyant leurs intérêts dans la région menacés, et feront pression pour que l'empereur rétrocède la péninsule du Liendong, ce qu'il sera contraint d'accepter en échange d'une indemnité. Au Japon, on commence à être de plus en plus hostile à l'égard de l'Empire russe, qui vient stopper les ambitions impérialistes nippones et convoiter les mêmes territoires. Mais il faut d'abord voir la situation du pays pour mieux comprendre. A cette époque, l'Empire russe s'étend sur un immense territoire. Dirigé par un tsar au pouvoir absolu, Nicolas II, le pays subit la mauvaise influence de son entourage, comme avec sa femme, d'origine allemande protestante, très mal vue par la population. Cette dernière n'encourageant pas la modernisation du pays, qui est alors profondément ancré dans le passé. Des réformes, il y en a bien eu pourtant, comme sous le règne de Alexandre II, avec l'abolition du servage en 1861, soit une date très tardive. Pour comparaison, la France, qui a été un des premiers pays à l'abolir, l'a faite en 1315. L'armée et la marine sont aussi totalement dépassées, malgré qu'elles soient considérées comme faisant partie des meilleures du monde, grâce à leur taille. Le pays, malgré une forte industrialisation grâce aux emprunts russes, reste toujours très peu développé comparé aux autres grandes puissances. Cet empire va donc chercher, faute de pouvoir s'étendre en Europe, de s'étendre en Asie, avec tout d'abord la création de lignes de chemin de fer, pour asseoir son influence dans la région, avec le transsibérien ou le transmandchourien, permettant de s'accaparer de la Mandchourie, des soldats russes y étant toujours stationnés, et les chemins de fer appartenant à la Russie, puis en négociant encore une fois avec la Chine, des concessions minières en Corée, et la base stratégique de Port Arthur, étant essentielle pour la marine russe du Pacifique, car étant son seul port de mer chaude. Pour le Japon, c'est une véritable provocation, qui voit ses territoires convoités depuis tant d'années tomber dans le giron russe. Il devenait alors évident que le conflit finirait par éclater, le Japon devant attaquer avant l'achèvement du transsibérien. Ce dernier en profita pour se lancer dans une politique bien plus militariste, conseillée par l'Allemagne et soutenue par le Royaume-Uni. Le budget militaire quadrupla, dans l'objectif de fournir au Japon la première flotte de la zone asiatique du Pacifique. Les officiers nippons bénéficiaient aussi de l'une des meilleures formations du monde, ayant fait leurs études en Grande-Bretagne. Mais au début du siècle, plusieurs dizaines de milliers de Chinois, mécontents, prirent les armes pour lutter contre la présence occidentale dans la région. Main dans la main, Français et Allemands, Italiens et Austro-Hongrois, Russes et Britanniques, Japonais et Américains décidèrent d'envoyer des troupes rétablir la situation et maintenir leur intérêt. La révolte étant finalement matée avec succès par l'Alliance des 8 nations, au détriment de la Chine des Qing, qui se voit d'autant plus affaiblie et permettant à la Russie d'asseoir sa domination en Mandchourie. Des négociations furent alors entamées entre les deux empires, aboutissant à quelques concessions russes en Corée, le conflit semblant presque évitable, mais c'est sans compter sur le premier ministre japonais, qui estime qu'il pourrait bénéficier du soutien anglo-américain, dans le cas d'un conflit pour imposer le libre-échange en Mandchourie, qui sera un marché bien plus important que la Corée.
La propagande japonaise, présentant d'ailleurs le Japon comme une nation civilisée, ouverte au libre-échange, en opposition à l'Empire russe, incivilisé et protectionniste, voulant s'accaparer de la Mandchourie. Le 13 janvier 1904, le Japon enverra donc un ultimatum à la Russie au sujet de la Mandchourie, sans réponse. Quelques semaines plus tard, le 8 février, le Japon décidera d'attaquer par surprise la base navale russe de Port Arthur, causant de lourds dégâts. 3 heures plus tard, la déclaration de guerre sera officialisée. À l'international, on est stupéfait. Les jaunes, comme on les appelle avec arrogance et que l'on considère comme inférieurs, ont attaqué la plus grande armée du monde. La victoire du tsar ne fait alors aucun doute. Pour l'empereur allemand Guillaume II, c'est aussi une occasion de casser l'alliance franco-russe en soutenant son cousin, le tsar Nicolas II, louant la Russie comme le sauveur d'une race blanche, l'encourageant en Asie et assurant au tsar que Dieu lui-même aurait choisi son pays pour sauver sa race face à un péril jaune. Bien que cette politique puisse paraître étrange, en réalité, elle se comprend tout à fait. La France, bien qu'étant alliée au tsar, est loin de soutenir son expansion en Asie. Il s'agit donc pour son cousin allemand d'une opportunité en or de rebattre les cartes de l'équilibre européen. Et le début du conflit ne s'annonce pas si facile pour le pays du soleil levant, qui ressort indécise lors de la bataille de Port Arthur. Mais heureusement pour ce dernier, les batailles qui suivent voient la marine russe du Pacifique subir de très lourdes pertes. Le conflit commence alors à se dérouler sur terre, le Japon ayant envoyé des hommes en Corée pour aller combattre en Mandchourie, qui s'en sortent plutôt bien contre les Russes, ayant du mal avec le ravitaillement du Transsibérien, qui n'est pas totalement achevé. Commence alors pour le pays, dès 1904, le siège de Port Arthur, qui s'annonce plus difficile que prévu, la ville étant très bien fortifiée. Pendant ce temps, la Chine des Qing, qui voyait des exactions se dérouler sur son territoire, qui ne lui appartenait plus vraiment, était plus apte à soutenir le Japon, mais regardait avec méfiance les deux belligérants. Alors que pour la population mandchoue, elle eut plutôt tendance à considérer les Japonais comme un moindre mal, et à les soutenir lors du conflit. En octobre, la Russie compte pour de bon reprendre le conflit en main, et virer les Japonais de la péninsule, parvenant dans un premier temps à reprendre l'initiative, grâce à de nombreux renforts. Mais l'état-major russe, au contraire de l'état-major japonais, est totalement incompétent. Il est aussi décidé en Russie d'envoyer le meilleur de la flotte combattre en Extrême-Orient, celle de la Baltique, son trajet illustrant bien l'incompétence des officiers russes. Parti en retard, cette escadre pense avoir croisé des torpilleurs japonais en mer du Nord, ce qui est totalement invraisemblable, et décide d'ouvrir le feu, endommageant leurs propres navires et des navires de pêche. L'incident provoquant 2 morts et 6 blessés, et entraînait une grave crise diplomatique entre le Royaume-Uni et la Russie, qui ne s'entendaient déjà pas très bien. L'escadre continua donc son chemin, mais par peur des torpilleurs japonais dans la mer Rouge, contourna toute l'Afrique, alors que le danger était inexistant, ce qui retarda encore l'arrivée de la flotte, qui n'arrivait au Japon que le 27 mai 1905. Port Arthur a alors déjà capitulé depuis bien longtemps. L'escadre se retrouve donc face à la flotte nippone. C'est la bataille de Tsushima, qui sera un véritable désastre pour l'Empire russe, qui verra le meilleur de sa marine perdu au cours d'une bataille, alors que les Japonais ne perdirent que 3 torpilleurs. En Mandchourie aussi, ces derniers ressortent victorieux, comme lors de la bataille de Mukden, qui aura été un vrai massacre des deux côtés, avec près de 130 000 morts et blessés, même si légèrement plus nombreux du côté japonais. Après la triomphale invasion de l'île de Sakhaline, la Russie décide d'ouvrir des négociations, qui aboutissent au traité de Portsmouth, intégralement rédigé en français, la langue de la diplomatie par excellence à l'époque. Le traité prévoit l'annexation de la partie sud de l'île de Sakhaline, ainsi que de Port Arthur. Le Japon récupère aussi la Corée dans sa sphère d'influence, pour que par la suite, elle devienne un protectorat et se fasse annexer quelques années plus tard, en 1910. Encore une fois, la population japonaise est frustrée du traité, qu'il juge bien trop clément à l'égard de la Russie, au vu du coût financier et humain de la guerre. Cependant, il faut voir bien plus loin des simples conséquences territoriales du conflit pour comprendre son importance. La Russie ressort ravagée du conflit. Elle se retrouve en pleine guerre civile, qui aboutira à la création d'une constitution, laissant encore un très grand pouvoir au tsar. 2 des 3 flottes russes furent aussi perdues. Seule celle de la mer Noire, qui ne pouvait quitter son port, resta intacte. La marine du tsar, à la suite du conflit, fut donc comparable à celle de l'Autriche-Hongrie. L'Empire en ressort aussi, malgré ses importantes réserves financières, très endetté, surtout auprès de la France, qui a financé indirectement le conflit via les emprunts russes. La défaite poussant le tsar à se réorienter sur les affaires européennes, et à se rapprocher d'autant plus de la France. Le Japon, quant à lui, se verra considéré comme la première nation non européenne à devenir une grande puissance, ce dernier développant sa propre politique coloniale et impérialiste, imposant désormais ses traités aux autres pays, alors qu'il n'y a même pas un siècle, elle se voyait contrainte de les subir. Mais cela eut aussi pour conséquence une détérioration des relations avec les États-Unis, dans la perspective d'une future rivalité des 2 pays pour le Pacifique. La guerre aura aussi, malgré sa courte durée, été une vraie hécatombe, avec plus de 150 000 morts et 250 000 blessés, et aura été un des événements ayant précédé le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les états-majors de tous les pays en prenant note. Aujourd'hui, la guerre russo-japonaise est un conflit plutôt méconnu en France, ce qui est assez compréhensible, vu que la France n'y joue qu'un rôle secondaire, soutenant vaguement la Russie. En revanche,
Au Japon, on n'hésite pas à mettre en avant la guerre comme un événement fondateur du pays. Et on préserve avec attention un vieux navire de la bataille de Tsushima, le Mikasa. Ce cuirassé étant le dernier de son époque à encore exister, et étant aujourd'hui un musée. Le nom de Mikasa ayant notamment été repris comme nom du principal personnage féminin du manga L'Attaque des Titans. Au Royaume-Uni, on écrit beaucoup sur le conflit, prenant sans surprise position du côté nippon, car l'ayant soutenu d'une certaine manière tout le long du conflit, en livrant des renseignements sur la Russie au Japon. La guerre a aussi été un des premiers conflits médiatisés, des dizaines de journalistes étant sur place, et de tout horizon. De nombreuses illustrations et caricatures ont aussi été réalisées, présentant en général la Russie comme un immense empire, défait par le petit empire asiatique du Japon. Cette guerre, partie de tensions en Corée et en Mandchourie sur les lignes de chemin de fer, ainsi que sur les mines, aura donc vu l'empire russe perdre une bonne partie de son prestige, au profit du Japon qui fait son entrée fracassante parmi les grandes puissances, stupéfiant les Européens par cette victoire décisive sur l'une des armées considérées comme la meilleure du monde. Cependant, l'avenir s'annonce encore incertain, notamment pour la Russie, qui ressort très fragilisée du conflit, et qui devra faire face à de nombreux problèmes internes. Mais ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour aider à me référencer, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes futures vidéos.